bonsoir à tous. Alors on sera en petit comité ce soir, mais ça sera tout aussi bien, comme me disait Monsieur Grimal, peu importe l'audience, vous aurez le droit à une conférence privilégiée. Voilà, donc on va accueillir ce soir Pierre Grimal, qui va nous proposer une conférence donc sur les bibliothèques populaires des écoles publiques de Lozère. Alors sur une période bien précise, et justement il expliquera pourquoi, parce qu'il y a tout un contexte historique autour. Alors c'est très intéressant pour nous parce que c'est une thématique que nous n'avons jamais traitée, qui change un peu de l'ordinaire de nos conférences que nous proposons habituellement. Alors sachez que la conférence est enregistrée, filmée, et qu'on les rediffuse ensuite sur la chaîne YouTube du département. Donc vous pouvez aussi, si vous connaissez des gens qui n'ont pas pu venir ce soir, diffuser l'information. Cette conférence sera tout à fait visible en ligne ensuite. Voilà. Donc la conférence va durer environ 1 heure, et puis si vous souhaitez poser des questions à l'issue, n'hésitez pas. Donc Monsieur Grimal est un lecteur, on va dire, assidu des archives départementales, et ça fait déjà un bon bout de temps qu'il s'intéresse à la question, mais plus généralement aussi de l'alphabétisation, de l'instruction en Lozère. Mais ses recherches avaient démarré aux archives départementales sur une question complètement différente. C'était des recherches sur une famille, sur l'Aubrac. Et donc aujourd'hui, c'est un sujet un peu différent et neuf que vous allez nous présenter. Voilà, je n'en dis pas plus et je vous laisse tout de suite la parole. Voilà, je vous remercie de votre présence. Merci également aux archives départementales pour cette invitation à communiquer le résultat d'une recherche qui est en partie aboutie mais qui est toujours ouverte. Je suis reconnaissant également aux personnes qui m'ont parfois guidé vers des documents que je n'aurais pas découverts sans cela ou que j'aurais mis davantage de temps à identifier. Alors en préambule, je pense qu'il est bon de commenter 2 termes de l'intitulé. Le premier, c'est le qualificatif populaire qui définit les bibliothèques, et également le terme public qui définit les écoles. Alors la vocation populaire des bibliothèques correspond à une diffusion du savoir. À l'époque qui nous occupe, l'école primaire est un foyer qui rayonne, qui se projette au-delà de la population enfantine scolarisée, vers les anciens élèves, les familles. Importante dans la seconde moitié du XIXe siècle, cette dimension du projet scolaire, elle diminuera ensuite. Les enseignants primaires sont donc des agents culturels polyvalents. Ils le sont avec les bibliothèques, comme aussi, à la même époque, avec les cours pour adultes, animés par les enseignants des 2 sexes, puis avec les conférences populaires, confiées apparemment aux seuls instituteurs. Dans l'arrêté publié par le ministre Gustave Rouland en 1862, lors du lancement officiel des bibliothèques d'école, le terme populaire n'apparaît pas. Mais l'idée d'un ensemble d'utilisateurs, ne se limitant pas aux écoliers, est bien présente. Il est bien dit que les livres pourront être prêtés aux familles. Dans la circulaire d'explication qui suit, les familles sont de nouveau évoquées dans l'extension du public visé. Le vocable populaire habituel dans d'autres documents formels ou informels rejoindra l'intitulé officiel vers 1880. Quant aux élèves, ils sont parfois considérés dans leur ensemble et indifféremment, mais parfois aussi selon leur niveau social. On distingue ainsi les élèves gratuits et les élèves payants, ceux qui s'acquittent de la rétribution scolaire. Envers les familles, la mission des bibliothèques élargit les fonctions de l'école vers la population générale. Envers les enfants pauvres, l'accès aux manuels et aux livres de lecture libre répond à un projet d'équité. Le socle d'instruction doit être universel. L'accès aux livres contribue aux fonctions unitaires de l'école primaire. Quant au qualificatif public appliqué à l'école, il doit de même être replacé dans son contexte. Jusqu'aux années 1890, l'école publique n'est évidemment pas laïque au sens que prendra bientôt ce terme. Un rapport sur la situation de la Lozère datant de 1863 qualifie ainsi les instituteurs publics. Fort honnêtes gens, très religieux, tous brevetés, assez capables. Avant 1882, toute école publique est confessionnelle. On distingue bien sûr des établissements dirigés par des laïcs, dans le sens traditionnel du terme, des civils, pourrait-on dire,
mais qui, au premier plan du programme, doivent assurer l'instruction religieuse, et d'autres écoles dirigées par des congréganistes. Mais la différenciation civile-congréganiste ne correspond en aucun cas aux catégories école publique, école privée. Privée ou libre, terme synonyme, une école n'en appartient pas moins à l'espace commun. Là où les administrations locales avouent leurs limites, c'est naturellement la libre initiative qui prend le relais. École libre correspond alors souvent, sinon exclusivement, à école de hameau. En 1867, 10% des garçons scolarisés en Lozère le sont chez les congréganistes, dans 21 écoles, dont seulement 3 sont libres. 8 instituteurs congréganistes sur 10 occupent alors la fonction d'instituteur communal. Quant aux écoliers instruits par des civils, ils le sont dans 193 écoles à cette date. J'ai un doute sur le nombre d'écoles, je crois que c'est le nombre de communes, donc le plus important c'était donc que 10% étaient scolarisés chez les congréganistes et surtout que 8 congréganistes sur 10 étaient instituteurs communaux. Quant aux filles, elles sont scolarisées à 28% chez les religieuses et contrairement aux frères, la majorité des sœurs congréganistes exercent en Lozère dans des écoles libres, mais parmi elles, 4 sur 10 sont tout de même institutrices communales. 1890 marque les limites de notre enquête. C'est à ce moment-là que les congréganistes quittent les locaux communaux lorsqu'ils n'étaient pas propriétaires de leurs écoles. Lorsqu'elle était assurée par des civils, l'école publique avait vu ses programmes déconfessionnalisés depuis une loi de 1882. Laïcisés entièrement, ces personnels sont désormais tous civils. La laïcisation des personnels se fait en vertu d'une loi de 1886 qui prévoyait un délai de 5 ans pour la substitution des enseignants congréganistes par des laïcs. Parmi les objets appartenant à l'État que les congréganistes doivent alors restituer, figurent les livres des bibliothèques, à l'œuvre desquelles ils avaient souvent activement participé. L'échéance 1890 marque ainsi la fin d'une époque et le concept d'école publique s'en trouve nettement modifié. L'œuvre scolaire et les bibliothèques populaires des écoles s'inscrit dans le temps long. Ce n'est qu'en traçant leurs origines qu'on peut comprendre l'émergence de leur concept, la formation des moyens nécessaires, le passage de l'expérimentation à la généralisation. Donc nous ferons un parcours en remontant en arrière et en nous intéressant à la fois aux livres de classe, les manuels, et à la fois à l'école et aux livres, c'est-à-dire l'école en tant que médiateur du livre de lecture libre. Et ce faisant, nous évoquerons quelques aspects en lien de l'histoire scolaire et également quelques éléments de la vie culturelle comme éléments de contexte, ponctuellement. Une origine des bibliothèques populaires des écoles, c'est donc peut-être vue vers 1750. Une paroisse pauvre du Bas-Rhin actuel, appartenant alors à la seigneurie du Ban de la Roche en Alsace, connaît alors une expérience originale d'innovation. Lancé par Jean-Georges Stuber, pasteur de 1750 à 1777, le projet est poursuivi par son successeur, Frédéric Oberlin, en fonction de 1767 à 1826. Une rénovation à la fois sanitaire, agricole et scolaire et pédagogique fait de cette contrée mi-romanophone, mi-germanophone un incubateur de progrès. Parmi les dispositifs introduits apparaissent naturellement des écoles et une bibliothèque scolaire. Le génie pédagogique de Stuber s'exprime dans un alphabet méthodique pour faciliter l'art d'épeler et de lire en français. Paru en 1762, ce manuel restera localement en usage jusqu'aux années 1920-1930, localement. Stuber innove à la fois en matière de livres d'école, avec son alphabet méthodique, et de livres diffusés par l'école par l'activité de bibliothèque. Des habitantes sont ensuite formées et deviennent des auxiliaires pédagogiques. Voici donc quelques intitulés de l'action d'Oberlin et de ses proches, que je ne détaille pas. Les poêles à tricoter, placés sous la direction des conductrices de la tendre jeunesse ou monitrices de tricot.
La petite école dans l'école, transposition pédagogique du concept religieux de petite église dans l'église. D'origine luthérienne, Oberlin élabore une théologie imaginative qui lui est propre. Hors de tout sectarisme, il entretient des échanges avec l'abbé Grégoire, future personnalité de la période révolutionnaire. Remarquons qu'un utopiste aussi excentré, voire excentrique qu'Oberlin, fut pleinement reconnu par la période révolutionnaire. Exemple précoce de rencontre d'une France des outsiders avec la France officielle. Accès des premiers aux grands canaux de diffusion, présence d'esprit de la seconde qui ne laisse pas dans l'isolement des initiatives qu'on aurait cru impensables et impossibles à intégrer. Oberlin sera également honoré sous la Restauration. Dans un article de 1906 intitulé « Les bibliothèques populaires en France », Maurice Pélisson, ancien inspecteur d'académie en Lozère et en Dordogne dans les années 1880-1890, puis auteur de nombreux articles dans la revue pédagogique, évoque Oberlin. Il a pris connaissance de titres présents dans la bibliothèque du Banc de la Roche. Il mentionne « Coup d'œil sur la nature », les ouvrages de Madame de Beaumont, une femme qui sera suivie par de nombreuses autres écrivaines vouées à la littérature éducative, le Robinson de Camp, avatar du Robinson initial de Daniel Defoe, et appelé à être suivi par une foule de déclinaisons, Robinson devenant un type, un sous-genre à part entière. Il y aura des Robinsons et des Robinsonettes pour tous les goûts. Dans le même article, Maurice Pélisson fixe aux années 1815 la première formulation d'un projet national de bibliothèque populaire, en lien avec l'instruction primaire. En 1815, écrit Pélisson, tandis que le pouvoir était indifférent et inerte, l'initiative privée se réveilla. C'est la création de la Société pour l'instruction élémentaire qui marque ce réveil. Constituée en 1815, pendant les 100 jours, cette société se développe sous la Restauration, sera reconnue d'utilité publique sous la monarchie de Juillet et existera toujours en 1880 sous la République des Républicains. Tout en développant ses propres initiatives, cette Société pour l'instruction élémentaire joue un rôle de conseiller du prince et ses membres prennent place dans les organismes qui préfigurent le futur département ministériel de l'instruction publique. Parmi ses membres, on peut mentionner de Gérando, de Lasteyrie, de La Rochefoucauld, d'Oudoville. Jean-Antoine Chaptal, chimiste et inventeur, né en Lozère à Badarou, appartient également à la mouvance sociétaire et entretient avec la Société pour l'instruction élémentaire des échanges, même s'il n'en fait pas directement partie. Les amis de Gérando se préoccupent du livre scolaire, de la littérature de jeunesse. Ils remettent un prix à l'ouvrage Simon de Mantua de De Jussieu, l'un des premiers grands succès français en ce domaine. Ils encouragent la création de bibliothèques populaires. Nous sommes là, 40 ans avant leur prise en charge à grande échelle à la suite des instructions de Gustave Rouland sous le Second Empire. Pour le coup d'envoi des petites bibliothèques au niveau national, Rouland saura simplement trouver le bon moment. Avant que des chantiers tels que l'instruction primaire et ses œuvres complémentaires s'imposent, il faut bien 30 ou 40 ans de réflexion, de pose des fondations, de préparation. Ce qui a germé sous une génération ne peut fructifier que pour la suivante. Comme suite à l'alphabétisation, il faut former des bibliothèques à l'usage des enfants. Gérando précise, pour les filles et les garçons et à l'usage de leur famille. La participation des écolières à l'usage des bibliothèques voulues par Gérando anticipe sur la pratique de nos départements, non plus de 40, mais de 50 à 60 ans, puisque, comme on le verra, ce n'est que vers 1880 que les institutrices commenceront réellement à ouvrir des bibliothèques dans leurs écoles de Lozère, et encore, ce département ne sera-t-il pas, sur ce plan, le plus en retard. Impossible de signaler ici tous les chantiers ouverts par la Société pour l'instruction élémentaire. L'un des principaux a concerné les écoles mutuelles. L'une des premières références officielles à des bibliothèques scolaires provient du Conseil royal de l'instruction publique dans une circulaire datée de novembre 1820, associée à l'envoi de quelques livres dans les académies et placée sous le signe de l'essai, de l'optionnel et du collaboratif, avec un appel aux amis de l'instruction.
L'expérience de l'école mutuelle de Mende entre 1818 et 1823 ne concerne pas spécialement les bibliothèques. Notons cependant le caractère de petit entrepreneur en instruction publique du directeur de l'établissement et le statut d'instituteur communal qu'il réussit à obtenir, les cautions qu'il revendique en lien avec la Société pour l'instruction élémentaire et en particulier avec le duc de Doudoville, le séjour de perfectionnement qu'il effectue auprès de l'école mutuelle modèle du Bourdoisan, à Misère. Ces éléments illustrent certaines logiques fréquemment associées à la vie pédagogique. À la verticalité Paris-Mende s'adjoint une latéralité entre petites villes, Mende-Bourdoisan. La situation du directeur d'école place la mairie de Mende au contact du mouvement sociétaire et illustre ainsi une autre latéralité. Cette expérience montre Mende précocement connecté avec la modernité pédagogique. Le caractère éphémère de cette innovation décentralisée n'est pas propre à Mende, la vogue des écoles mutuelles en France s'inscrivant surtout dans la période 1817-1824. C'est en 1831 que pour la première fois un manuel scolaire va être édité à grande échelle. Le ministre Montalivet, alors, expose sa conception du livre scolaire et annonce l'édition d'un manuel d'alphabétisation, l'alphabet et premier livre de lecture. Le premier tirage signale l'ambition, 500 000 exemplaires. Les volumes seront vendus à prix modique ou remis sans frais aux enfants pauvres. Ce même outil pourra être indifféremment utilisé dans les écoles catholiques et protestantes et même dans les établissements israélites pour peu qu'on en retire la dernière page. Mais unification ne signifie pas uniformisation. Là où des manuels équivalents à ce premier livre de lecture existent déjà, ils pourront rester en usage s'ils donnent satisfaction. Ainsi, même si s'annonce l'âge industriel qui va désormais soutenir l'économie du livre scolaire, les manuels, et du livre diffusé par l'école, les ouvrages de récompense ou des bibliothèques, l'institution académique rappelle que les projets scolaires, même s'ils s'apparentent à de grands chantiers, ne doivent pas s'inspirer du rouleau compresseur ou de méthodes expéditives. La souplesse est gage de réussite. L'institution se veut incitative et non dogmatique. Elle admet, sinon toute pluralité, du moins une certaine pluralité et même une pluralité certaine. Évoquons Guizot, homme clé du régime de Louis-Philippe et plusieurs fois ministre. Il défend des conceptions extensives quant à la généralisation de l'instruction primaire, mais restrictive quant à la quantité des connaissances que l'école élémentaire doit transmettre. Il le déclare dans ses mémoires lorsqu'il commente la loi scolaire de juin 1933, dont il fut le principal artisan. Je renfermais strictement l'instruction élémentaire dans les connaissances les plus simples. Parmi les sentiments qui peuvent animer le peuple, il en est un dont il faudrait déplorer l'absence s'il n'existait pas, mais qu'il faut se garder de flatter, c'est l'ambition. L'ambition intellectuelle du peuple est forcément désordonnée et Guizot l'assimile à un péril. L'esprit même des œuvres complémentaires de l'enseignement primaire lui est étranger. En cela, les bibliothèques scolaires confirmeront que le grand homme de la monarchie de Juillet est définitivement dépassé par l'institution qu'il a lui-même contribué à fonder. Pas d'activité localement décelable concernant les bibliothèques scolaires dans la décennie 1830 et au début de la décennie 1840. La période est toutefois fondamentale pour l'instruction primaire. L'établissement des écoles suit son cours. Une étape décisive est franchie avec l'implantation territoriale du corps des inspecteurs primaires. En 1842, la ville de Mende sollicite une aide ministérielle pour sa bibliothèque municipale récemment réorganisée, selon un programme national de rationalisation des bibliothèques d'études. Le maire souligne alors que la ville salarie un conservateur et s'efforce d'enrichir la collection de la bibliothèque municipale. À cette date, Mende consacre plus du quart de ses revenus à l'instruction publique. Un peu de contexte, d'histoire culturelle, en particulier en liaison avec la question de la censure et de la liberté d'expression. Au début des gouvernements de Louis-Napoléon Bonaparte, l'expression écrite connaît une censure sans précédent.
Il ne s'agit pas seulement de restreindre l'expression politique et de protéger la morale publique, c'est jusqu'au métabolisme nerveux du pays qu'on place sous surveillance. 1857 est connu pour les procès intentés à Madame Bovary et aux Fleurs du Mal, mais la littérature de colportage est tout autant, sinon davantage scrutée que la haute culture. Du haut en bas de la société, le directeur de la sûreté publique fait preuve d'une vigilance paranoïaque. Les préfets ne sont jamais assez sévères et certains sont rappelés à l'ordre pour avoir laissé passer des publications capables d'exciter l'émotivité populaire. Le monde doit être dépeint en couleur pastel. Les descriptions de scènes horribles et de désordre sont proscrites. De même que les récits de tremblements de terre et de catastrophes. Ainsi, la publication d'une feuille relatant la perdition de la Doris sur les côtes de Zanzibar vaut au préfet de l'Aveyron et à un imprimeur de Rodez de sérieuses réprimandes. Un almanach de Normandie doit de même supprimer une chronique au sujet du naufrage du vapeur Silistria. Mais ce n'est que par petite remise. Une fois allégé ce régime intenable, les récits de désastres, qui intéressent toujours autant, n'en seront que plus nombreux à être proposés à des lecteurs, eux aussi, toujours plus nombreux. Après 2 premières bibliothèques créées en 1848 dans l'Aveyron, on observe 4 nouvelles bibliothèques qui le sont entre 1852 et 1859, dont une au moins dans une école congréganiste, et toutes s'appuyant sur des ressources propres. Alors qu'en Lozère, aucune bibliothèque d'école ne semble avoir précédé les instructions ministérielles de Gustave Rouland, dans le Cantal, au moins 2 n'ont pas attendu le feu vert du ministre. Elles furent créées dans des écoles congréganistes de l'arrondissement de Saint-Flour. Ces initiatives anticipées, précoces, montrent que vers 1860, la situation est mûre pour le lancement de mouvements d'ensemble. Avant cette date, juste avant, intéressons-nous sur l'avancée de la scolarisation en Lozère. On peut retenir un chiffre simple. À cette date, 90% des filles comme des garçons d'âge scolaire, entre 6 et 13 ans, connaissent le chemin de l'école. Les 3 arrondissements de la Lozère connaissent des proportions similaires. Et ce qu'on doit noter, c'est que la Lozère, sur cet indicateur-là, qui ne dit rien quant à la qualité de l'enseignement ou à la qualité de l'accueil, mais enfin qui signifie quand même quelque chose d'important, ces 90% d'enfants scolarisés en Lozère, il est largement supérieur à la moyenne de la France, et il est même supérieur à ce qu'il sera 10 ans plus tard en France. J'ai trouvé ce chiffre en 1867, donc 10 ans plus tard à peu près. La France ne scolarisera que 70% environ de ses enfants, un peu moins de filles, un peu plus de garçons, mais c'est à peu près ça. Donc sur ce plan, voilà l'avancée déjà en Lozère de l'école. On y reviendra par la suite un petit peu sur l'état de l'alphabétisation en Lozère. Alors revenons un peu sur le contexte culturel et politique. L'arrêté Rouland de 1862 indiquera qu'aucun ouvrage ne pourra être admis dans les bibliothèques des écoles s'il n'est autorisé par l'inspecteur d'académie. Les choix seront guidés par une liste approuvée par le Conseil impérial de l'instruction publique. Le principe du contrôle se maintiendra ensuite, mais rapidement, une impression de variété prévaudra. Et même si on pourra toujours juger excessive la présence de certains contenus trop doctrinaires ou insuffisamment sensibles au goût, aux capacités et aux besoins des lecteurs, le contrôle s'accommodera malgré tout d'une grande richesse de thèmes et de points de vue. Le programme énoncé par Gustave Rouland de 1860 à 1862 signale cette détente, accompagnée d'abord d'une certaine hésitation. Toutefois, la suspicion s'est réduite et l'administration académique est davantage libre de ses choix. Autre signe de dégel, la présence dans les catalogues autorisés d'adversaires du régime tels que Victor Hugo ou Jean Massé. Jean Massé, auteur d'ouvrages pédagogiques, promoteur des bibliothèques, futur créateur de la Ligue française de l'enseignement, installé en Alsace afin de prendre ses distances avec le pouvoir bonapartiste, comme le faisait en Lozère au même moment son ami Théophile Roussel.
Remarquons qu'aussitôt levé le blackout, les récits de naufrage en profitent pour réapparaître, y compris même dans la production éducative. Ainsi, un ouvrage intitulé « Les naufragés célèbres » dans une liste d'ouvrages destinés à être donnés en prix, sélection établie par l'inspecteur d'Aurillac en 1865. Si le ministre Roulance lance l'aventure des bibliothèques d'école, c'est aussi que le degré d'alphabétisation de la société, de la population, la rend possible. Il existe sans doute des poches retardataires, mais la Lozère n'en fait pas partie. En Lozère, la dominance des petites localités pousse à la multiplication des écoles, évitant la marginalisation des villages cumulant d'apparents handicaps, l'accueil des communes, les efforts du département, de l'État, mais aussi des habitants eux-mêmes, permettent une implantation d'écoles qui quadrille le territoire. En 1863, pour 193 communes, j'avais un doute sur ce chiffre, mais je pense que ça doit être ça, la Lozère possède environ 800 écoles, donc soit environ une moyenne environ de 4 écoles par commune. Comme dans toutes les régions d'élevage, l'absentéisme estival est massif. Les inspecteurs signalent toutefois qu'il ne faut pas y voir un désintérêt pour l'instruction, mais le poids des contraintes et le rôle indispensable de la main-d'œuvre enfantine. Quoi qu'il en soit, les jeunes lozériens qui vont passer quelques mois par an sur les bancs d'une école sont proportionnellement bien plus nombreux que les petits Corréziens, habitants d'un département comparable, mais aussi que les jeunes habitants de la Sarthe, de la Seine inférieure et même de la Seine. Les comparaisons pertinentes entre Paris et la Lozère sont naturellement difficiles, les structures des âges étant sans doute fort différentes, mais le symbole est intéressant. Pour estimer le niveau d'alphabétisation, on peut consulter les indicateurs sur l'instruction des conscrits, fournis par les conseils de révision, et on observera également la présence ou l'absence de signature des époux sur les actes de mariage. 3 états vont nous montrer la dynamique de l'instruction primaire en Lozère. Au tableau de l'année 1865, la Lozère est mal placée. Elle se situe au 60e rang pour l'alphabétisation des conscrits, dans une fourchette entre 25% et 33% d'illettrés. D'après ce document, plus des 2 tiers des jeunes lozériens savent alors au moins lire. Au cours des 3 années suivantes, la progression va être si rapide qu'on se demande si des erreurs de mesure ne faussent pas les résultats. Au tableau de 1867, la Lozère est remontée au 41e rang sur les 89 départements français. Les progrès indiqués au tableau suivant, s'ils sont crédibles, s'apparentent à un exploit. En effet, en 3 ans, la Lozère se serait hissée du 60e rang au 24e rang, dans la fourchette entre 5% et 10%. Ce progrès impressionnant s'avère pourtant crédible. Ne provient-il pas de la grande réussite des cours pour adultes? C'est ce qu'affirme l'inspecteur d'académie Bélibène dans un rapport rédigé en 1867. Nous sommes un an avant que la Lozère se place au 24e meilleur rang pour l'alphabétisation des jeunes hommes, mais les statistiques indiquent déjà un fort progrès. L'inspecteur associe sans hésiter celui-ci au succès des cours pour adultes. Remarquons que ces statistiques demeurent longtemps approximatives, basées sur des estimations ou sur des déclarations, mais d'après l'inspecteur Bélibène, les déclarations tendent à sous-estimer le niveau d'instruction. Les conscrits, dit-il, n'ont en effet nulle honte à affirmer leur ignorance, car ils espèrent pour cela augmenter leurs chances d'être déclarés inaptes au service militaire. Comment objectiver les progrès chez les femmes? En octobre 1866, le ministère de l'Instruction publique commande au département un décompte provenant des actes de mariage. Pour la Lozère, résultat de 1866, donc on a 81% des mariés qui signent leur acte de mariage, des hommes, 19% qui ne peuvent pas signer, 50% des femmes qui signent et 50% des femmes, des mariés, des épouses qui ne signent pas, en 1866. Par contre, il y a de grandes divergences. Oui, c'est aussi homogène autant au niveau départemental que dans les arrondissements de Florac, arrondissement de Mende, arrondissement de Marvejols. C'est les mêmes chiffres. Par contre, il y a de grandes disparités
Donc je n'ai pas le temps de commenter ce tableau, je sais qu'il vous intéresse peut-être. Je vais tâcher quelques communes de l'Aubrac et de la bordure de l'Aubrac, 4 communes des Cévennes et quelques autres communes. On peut remarquer le profil singulier de Mende. L'alphabétisation des mariés, hommes et femmes, est relativement basse, mais par contre elle est relativement homogène entre les hommes et les femmes. On peut aussi remarquer que les mariés, plus une commune est grande, moins ils ont de chances d'y avoir été scolarisés. On doit aussi remarquer au niveau un petit peu méthodologique que l'alphabétisation des conscrits découle d'une scolarité initiale suivie 9 ou 10 ans plus tôt, que l'alphabétisation des époux hommes qui ont approximativement 29 ans, et il y a une scolarité primaire suivie 15 ou 20 ans avant le mariage. Donc pour les mariés qui se marient, pour les hommes qui se marient en 1866, ça part d'une scolarité initiale réalisée vers 1848. L'alphabétisation des épouses, qui ont typiquement 24 ans, provient d'une scolarité suivie, si elle a eu lieu, une douzaine d'années plus tôt, vers 1854. Remarquons aussi que grâce au progrès de la scolarisation, que ce soit les cours pour adultes ou la scolarisation initiale, à cette époque-là, l'inégalité homme-femme est en réduction rapide. Une observation sur 2 communes de l'arrondissement de Saint-Germain-du-Teil, Trélan et Saint-Pierre-de-Nogaret, indique au moment, donc sur les signatures recueillies au moment des mariages, que les jeunes femmes nées en 1840, dans la décennie 1840 pouvaient signer à 35%. Par contre, l'alphabétisation de leurs petites sœurs aura bondi, donc née et scolarisée 10 ans plus tard, sera passée à 85%. Donc forte réduction de l'inégalité homme-femme. Remarquons aussi au passage que toutes les signatures féminines de ces périodes dénotent une appropriation logique de la graphie, avec parfois une transcription purement phonétique qui indique que l'essence de l'écriture alphabétique est assimilée, le concept de norme orthographique restant parfois totalement étranger. Nous connaissons déjà l'essentiel de l'arrêté relatif à l'organisation des bibliothèques scolaires dans les écoles primaires de juin 1862. Relevons tout de même son article 3. La bibliothèque comprend les ouvrages concédés par le ministre, les livres donnés par les préfets au moyen de crédits votés par les conseils généraux, les ouvrages donnés par les particuliers, les ouvrages acquis au moyen de ressources propres à la bibliothèque. Les bibliothèques ne doivent donc pas tout attendre de l'administration académique. En Lozère, la première bibliothèque d'école apparaît en 1863 à Fontance, près de Saint-Alban. Elle reçoit une concession d'ouvrage la même année. Aucune création n'a lieu avant 1865. En 1865-1866, 6 bibliothèques d'école sont créées à Chambon-le-Château, Servières, Badarou, Lafage, Saint-Julien, Montbel, Naussac. En 1890, la bibliothèque de Chambon-le-Château disposera de 196 volumes, celle de Servières de 67. Mais dans ces 2 collections, aucun volume ne sera arrivé par concession ministérielle. Les responsables de la bibliothèque ayant visiblement eu recours à d'autres moyens d'approvisionnement. À Naussac, lorsque, en 1882, le ministre accorde un premier envoi, la bibliothèque a déjà 16 ans d'existence. Montbel ne recevra pour la première fois quelques livres de la part du ministère qu'en 1886, soit 21 ans après sa création. Pour les 3 autres localités précédemment mentionnées, l'année de création et celle de la première concession coïncident. Lancé nationalement en 1865 par le ministre Victor Duruy, successeur de Gustave Rouland, les cours pour adultes sont localement l'objet d'un effort exceptionnel. Avec un nombre élevé de cours et de participants et un niveau de participation féminine important, la période correspond, donc je l'ai déjà dit, mais autant le répéter, que cette période est la période de plus forte poussée de l'instruction en Lozère. Dans l'hiver 1865-1866, on compte dans le département environ 300
230 cours pour hommes et environ 80 cours pour femmes. L'hiver suivant, le nombre des cours masculins est stable, alors que le nombre de cours féminins a presque triplé. En 1865-1866, alors que la France connaît un pourcentage de seulement 5% de cours d'adultes féminins, en Lozère, la proportion se montait à 30%. Les succès des cours et la part des femmes sur l'ensemble, l'année suivante, la proportion des cours féminins y atteindra presque la parité, 47%, et la part des femmes sur l'ensemble des participants monte à 40%. Donc le succès des cours pour adultes en Lozère est la preuve d'un irrépressible désir d'instruction chez les jeunes adultes. Cette proposition ministérielle a suscité la mobilisation des municipalités, des instituteurs et institutrices, les congréganistes assurant environ 9% du total des cours. On va s'intéresser à une réunion de la Société d'agriculture de la Lozère qui, en 1865, a mis à l'ordre du jour Jean Massé et les bibliothèques. D'abord créateur d'une bibliothèque populaire à Beblenheim, dans le Haut-Rhin, Jean Massé fut, depuis Mulhouse, contacté par un industriel porteur de projets sociaux, Frédéric Engeldolphus. Nous retrouvons là le dynamisme de la société civile et de la philanthropie. Massé et Dollfus créeront ensemble la Société des bibliothèques du Haut-Rhin. À celle-ci ne tardera pas à s'adjoindre la Ligue française de l'enseignement. Jean Massé était un proche de Théophile Roussel, son ancien condisciple de collège. C'est par l'intermédiaire de celui-ci qu'il va tenter d'essaimer en Lozère. Réciproquement, c'est en s'appuyant sur lui que Roussel veut promouvoir localement la cause de l'instruction populaire. Le bulletin de la Société d'agriculture de la Lozère nous laisse un document de 1865 sur cette initiative, ainsi que sur la coloration spirituelle de l'engagement de Jean Massé. Dans la séance du 7 septembre, l'inspecteur d'académie, membre de la Société d'agriculture, transmet dans une série de communications enchâssées un message de Théophile Roussel, daté d'août, dans lequel celui-ci présente un ouvrage et un courrier de son ami Jean Massé, daté de mai. Roussel rappelle d'abord l'encouragement du Conseil général et du préfet pour la création de bibliothèques communales et bibliothèques scolaires, et la fondation d'une association lozérienne pour la création de bibliothèques. Passons rapidement sur l'esprit dans lequel Roussel aborde la diffusion de bons livres dans les campagnes, le docteur Roussel voyant la lecture comme un enjeu sanitaire transposé sur le plan moral. Au début de la bibliothèque communale de Beblenheim, l'esprit de réseau s'était manifesté lorsque celle-ci avait demandé conseil à la Société Franklin. Créée en 1862, cette dernière incarne une version actualisée de l'initiative sociétaire. La Société Franklin est spécialement engagée sur le front des bibliothèques. Massé est partisan de l'initiative privée dans un esprit d'autonomie, compter sur soi-même dans les affaires d'intérêt général. On a fait de Jean Massé la figure tutélaire d'une laïcité simplifiée. Mais le document présenté ici restitue un plan surprenant et utile pour replacer le personnage dans toute sa complexité. Au lieu d'un Jean Massé expurgé, voici un Jean Massé dans le texte. Éclairage utile pour appréhender l'homme et les conjonctions encore possibles en ce temps-là. Citation. Tendre la main aux ignorants, afin de les élever à l'instruction, pour nous autres, chrétiens, qui sommes tenus de les regarder comme des frères devant Dieu, c'est un devoir religieux dans la plus stricte acception du mot. La charité pour l'âme ne doit pas être moins sacrée que la charité pour le corps. Et les âmes qui ne sont pas éveillées à la vie, faute d'aliments, donc par manque d'instruction et de culture, nous accusent aussi sévèrement là-haut, au ciel, que les corps qui meurent d'inanition. Extrait de La morale en action. L'environnement divin est présent ailleurs dans les écrits du même auteur. Ainsi, dans son ouvrage de vulgarisation physiologique Les serviteurs de l'estomac, il met en scène une petite fille déguenillée qui, pour venir en aide aux serviteurs d'un riche financier cherchant à établir l'eau courante dans son palais, retire son cœur de son pauvre petit corsage et leur fait une démonstration du fonctionnement de cette admirable pompe. Massé conclut ainsi le chapitre. Nous sommes encore à nous demander si l'homme le plus riche de la terre, servi par les premiers savants du monde, aura pu se faire cadeau de la petite merveille que l'enfant déguenillé avait eu pour rien du bon Dieu.
Le bulletin de la Société d'agriculture dont il vient d'être question précède de peu la Ligue française de l'enseignement, sa création. En arrière-plan des réalisations concrètes, en accord avec la foi chrétienne du pédagogue, c'est sa conviction messianique et salvatrice qu'il faut retenir. Messianisme et révolution font bon ménage, Massé se sentait partie prenante d'une révolution culturelle, spirituelle et sociale. Aucune facette de son action, aucun versant de son inspiration ne peuvent être retranchés si l'on veut comprendre la richesse de l'homme et la singularité de l'époque. Avant la Troisième République, l'Aveyron compte 120 bibliothèques, la Cantal 33, la Lozère 26. Dans l'Aveyron, on va rapidement évoquer, outre les bibliothèques scolaires, l'Aveyron connaît une expérience intéressante, mais qui n'a pas eu beaucoup de longévité. C'est donc le système des bibliothèques itinérantes du procureur Mouton. On ne peut pas décrire ici le système de circulation des caisses de livres. Malgré d'honorables débuts, le système du procureur n'aura qu'une durée éphémère. Lancé en 1865, le départ pour Paris de son fondateur et la guerre de 1870 lui porteront un coup fatal. On va parcourir deux catalogues, le catalogue Mouton et le catalogue, premier catalogue d'ouvrages de lecture indiqué au choix des instituteurs. Élaboré par l'administration académique, ces deux catalogues, même si l'un est local, l'autre est national et officiel, ils obéissent à des principes communs. Mouton a dû s'inspirer du catalogue officiel d'ailleurs, et on peut donc les observer comme un ensemble. Remarquons qu'aucun ne contient d'ouvrages d'ouvrages directement religieux, libres aux institutions ecclésiastiques d'en proposer de leur côté. Ouvrons le catalogue Mouton au hasard, à la lettre B, en initiale. Les baleiniers, Basse-Cour, Pigeon et Lapin, La bête du Gévaudan, Bon Brumel, le tueur de panthères, chasse écrite par lui-même, Les bons conseils de Monsieur le maire, Botanique, Bruire ou les chasseurs d'ours, Buffon les oiseaux, Buffon les mammifères. On y trouve des traductions, en particulier de récits d'aventure et de voyage, les savoirs utiles, l'économie pratique, l'esprit de progrès sont bien présents. À la lettre I comme invention, on trouve invention utile, invention et découverte, l'irrigation dans les contrées montagneuses, instruments agricoles, labour, semaille, importance d'une bonne nourriture. Les bibliothèques et l'éducation populaire contribuent au développement de nouvelles collections. Forcément apparaissent aussi de nouveaux auteurs, parfois polyvalents, sachant décliner toutes les facettes de la littérature éducative. Parmi ceux-ci, un nombre minoritaire mais significatif de femmes. Parmi les autrices présentes, il convient de mentionner ici la comtesse Drożdżowska. Malgré son nom polonais, cette productrice d'ouvrages souvent documentaires et destinée à l'éducation populaire est née en Lozère en 1822, à Saint-Gély-d'Apcher. Son père est alors receveur des contributions indirectes et sa mère était la fille du président de la chambre consulaire de la Camargue. Le nom Drożdżowska lui vient de son mari, un mathématicien polonais, par ailleurs comte. Son ouvrage présent dans le catalogue Mouton s'intitule L'Algérie française. Une partie de l'abondante production de cette écrivaine, dont nous sommes heureux de rappeler l'existence dans son département de naissance, trouvera son chemin jusqu'aux bibliothèques de la Lozère. Nous en signalerons des exemples à l'occasion. L'entreprise coloniale de la France, et singulièrement de l'Algérie, se retrouve abondamment, à la fois chez Mouton et dans le premier catalogue. Retenons un Abdelkader, lui-même côtoyé par les souvenirs d'un prisonnier d'Abdelkader, les souvenirs de la vie militaire en Afrique, souvenirs encore ceux d'un officier de zouave, ainsi que des lettres sur l'Algérie. Dans les deux catalogues, on retrouve l'aventure et les voyages. Plaçons ici 3 ouvrages de Madame Ida Pfeiffer, Voyage d'une femme autour du monde, Nouveau voyage d'une femme, Voyage en Chine et en Mongolie de Monsieur et Madame de Bourboulon. Voici Voyage d'une femme au Spitzberg par Léonie Donnet, ouvrage récemment réédité par les éditions Actes Sud. D'un auteur anonyme, Le naufragé du Spitzberg,
le Spitzberg est en vogue, puisque voici encore Les fiancés du Spitzberg par Marmire. On remarque d'autres ouvrages consacrés plus généralement au Grand Nord, mentionnant encore dans le sous-genre des naufrages, Le naufrage ou l'île déserte par Blanchard, Voyages et aventures et naufrages de Pierre Molny. Dans les deux catalogues, on trouve au moins 5 Robinson. Robinson de 12 ans de Madame Beaulieu, Les vrais Robinson par Ferdinand Denis, le Robinson suisse de Johann Wyss, l'un des plus appréciés, Robinson des sables du désert de Mallet, ainsi que le prototype lui-même, gloire immortelle de la littérature mondiale, Robinson Crusoe. La littérature exemplaire et héroïque est présente. Les héros sont militaires ou civils, hommes ou femmes, certains sont des héros du travail. On trouve aussi des ouvrages de leçons de choses qui prennent souvent l'allure d'anti-voyage, révélant la richesse de l'anodin et le pouvoir didactique de l'ordinaire. Les aventures d'une bouchée de pain, Pour une épingle, La feuille de coudrier, Le secret des grains de sable. 1871 voit la création de 13 bibliothèques en Lozère, dont 9 bénéficiant d'une concession ministérielle. Il y en a 5 bibliothèques sont créées dans l'Aveyron, dont une bénéficie d'une concession. En 1871, 9 nouvelles bibliothèques en Lozère, une dans l'Aveyron, sont approvisionnées par le canal académique, comme si de rien n'était. L'occupation d'une partie du territoire par les Allemands, la chute du Second Empire, la proclamation de la République, la Commune, les pétroleuses, la Semaine sanglante, la résidence provisoire du gouvernement à Versailles et des ministres en province, ces bouleversements ne semblent pas entraver la continuité du service. Dans la décennie 1870, on observe 55 créations de bibliothèques en Lozère, apparemment toutes dans des écoles de garçons. Ce qui ne signifie pas que les écolières n'y avaient pas accès. D'ailleurs, dans certaines écoles, c'est avéré que certaines filles empruntaient chez l'instituteur. La défaite de 1870 crée une nouvelle catégorie d'ouvrages. Oui, cette précaution-là faite, malgré tout, les bibliothèques restent extrêmement le fait des instituteurs et très masculines dans leur animation. La défaite de 1870 suscite une nouvelle catégorie d'ouvrages répondant au renouveau de la flamme patriotique. Certains seront pacifiques, d'autres plus belliqueux, mentionnant le Tour de France par 2 enfants, ces 2 enfants lorrains, paru en 1877 sous le nom de G. Bruno, pseudonyme d'Augustine Thuillery, épouse Fouillé, ouvrage très pacifique. On trouve aussi Le Chant du soldat de 1872 du célèbre Déroulède, quant à lui très belliqueux. On trouve aussi La patrie, Le conscrit, Le siège de Belfort, 15 jours en campagne, mais l'héroïsme reste aussi civil avec par exemple Les enfants sauveteurs. Un petit bilan, une évaluation déjà, donc les bibliothèques ont pour l'essentiel 20 ans d'âge. Dans l'Aveyron, on dispose à cette date de quelques bilans qualitatifs. Les appréciations de l'inspecteur d'académie et des inspecteurs d'Espalion et de Villefranche de Rouergue sont alors mitigées. Ils déplorent tous le manque de renouvellement des collections, mais leurs diagnostics sont parfois confus. On met en cause l'illettrisme, qui demeurerait fort, ce que démente à la fois la réalité concernant la partie jeune et la plus active de la population, mais aussi ce que contredisent d'autres affirmations provenant des inspecteurs eux-mêmes. Ainsi, après avoir déploré l'illettrisme, un inspecteur souligne que dans les centres populeux, les ouvriers lisent la presse à 1 sou. On remarque aussi que de nombreuses mères de famille, il remarque lui-même que de nombreuses mères de famille sont de fidèles lectrices des revues publiées par les institutions catholiques. L'inspecteur d'académie souhaiterait des ouvrages moins sérieux. L'inspecteur d'Espalion réclame, lui, des ouvrages édifiants pour affermir la République. Il nous apprend aussi que, même trop peu nombreux, les lecteurs de l'Aubrac et de la vallée du Lot apprécient particulièrement, à côté des livres d'agriculture, les Robinsonades, le Robinson suisse et Robinson Crusoe. Il nous signale aussi que dans cette contrée intensément catholique, une biographie du pasteur Oberlin figure parmi les ouvrages les plus demandés. L'inspecteur de Villefranche, proche de la Société Franklin et de la Ligue de l'enseignement,
s'efforce quant à lui de nouer des liens entre ces structures et les instituteurs de sa circonscription. La décennie 1880 est la grande décennie de la création des bibliothèques en Lozère, 85 créations dans la seule circonscription de Mende, et l'année 1885 est également, en tant qu'année, je crois, la plus forte en termes de création. On a 75 créations de bibliothèques en Lozère cette année-là. En 1882, c'est la création de l'école normale d'institutrices de Mende, qui a des effets encourageants, y compris pour les institutrices qui n'ont pas suivi ces cours. En particulier, les institutrices qui étaient déjà en poste se mettent aussi à créer des bibliothèques. Oui, donc j'ai noté 30 créations de bibliothèques au moins par les institutrices en Lozère, mais c'est sans doute davantage parce que ça ne répertorie que les créations de bibliothèques dans les écoles de filles. Mais les institutrices étaient souvent aussi actives dans les écoles mixtes qui ne sont pas répertoriées souvent comme étant dirigées par des institutrices où il faudrait avoir fait des recherches plus poussées. Et donc c'est sans doute plus que 30 créations. Nous allons maintenant passer à deux bibliothèques concrètes, une de garçons, une de filles. Ensuite, on observera un dossier particulièrement intéressant, un dossier d'archives, c'est le dossier 1T606, qui répertorie qui recueille des demandes de concession. Les instituteurs et les institutrices demandent des livres, et aussi ils expliquent l'état des lieux de leur bibliothèque, leur façon de voir les choses, et après je passerai à la conclusion. Donc, la bibliothèque de garçons de l'école du Buisson, voici quelques titres. Quelques thèmes et attributs des ouvrages constituant la collection de cette école. La géographie départementale y est présente avec 3 titres, mais surtout la géographie nationale et mondiale. Les voyages, l'histoire de pays étrangers, la Russie, la Grèce, le Japon, l'agriculture, la technique, les sciences, la modernité, l'héroïsme civil et militaire, l'histoire militaire, le patriotisme, la littérature de naufrage et de catastrophe, comme elle intéresse tout le monde, elle est aussi présente dans les bibliothèques scolaires. Là, on a un exemple, le naufragé célèbre. De nombreux titres renvoient un peu en miroir l'enfance à l'enfance, avec des titres suggérant l'enfance et la jeunesse. Et on y trouve beaucoup, quand bien même cette école est masculine, on y trouve beaucoup de titres qui évoquent le féminin, avec ou sans notion d'âge, des histoires de femmes d'âge mûr ou de jeunes filles. Conseil à la jeune fermière, ça s'adresse nommément à une jeune fille, mais ça intéresse autant les garçons, et même les adultes. On peut aussi noter que Drozdowska est présente donc, à la bibliothèque du Buisson, avec un ouvrage intitulé « L'éclairage ». Passons maintenant à une autre bibliothèque un peu plus tard, en 1888, de 1888 à 1893, la bibliothèque de l'école de filles de Barjac. Donc, comme nous l'avons fait pour l'école du Buisson, balayant les thématiques et les caractéristiques présentes, en fait c'est les mêmes à peu près. Histoire de pays étrangers, voyage, agriculture, progrès, technique, modernité, héroïsme, notamment militaire, patriotisme, histoire nationale, littérature de naufrage, on a quelques exemplaires, avec le naufrageur par exemple, qui est souvent emprunté, les romans, et avec quelques récits romanesques exotiques y compris, des personnages réels ou fictifs, indifféremment masculins ou féminins. Alors on peut voir rapidement donc, les choix de 3 emprunteuses. Ce n'est pas tous leurs emprunts dans la bibliothèque, j'ai fait quelques séquences de 1 ou 2 ans, ou 3 ans même, pour Marie-Pascale. Alors on peut noter pour Joséphine Bougnol qu'elle emprunte, son premier emprunt c'est la pièce de 20 francs, et son dernier emprunt c'est encore la pièce de 20 francs.
Comme quoi l'expression lu et relu n'est pas inventée, c'est la réalité. Barthès Maria, on peut faire la même chose, prendre le premier, un drame dans la montagne, donc une catastrophe, il y a peut-être une histoire d'héroïsme, je ne connais pas le contenu. Et elle termine l'année 1891 en empruntant l'histoire ancienne des peuples de l'Orient, donc curiosité, des horizons larges sur le plan spatial et temporel aussi. Dans l'ensemble, on trouve fréquemment chez les lectrices une grande curiosité et une maturité de recherche. Parfois, les inspecteurs demandent des livres moins sérieux, on peut les approuver, mais il y a aussi une catégorie de lecteurs qui sont des lecteurs de choses sérieuses, comme Maria, elle lit les grandes industries. Marie-Pascale, elle lit, bon, c'est pas sérieux ou pas, j'en sais rien, mais Blondin, c'est l'histoire d'un officier. On constate dans cette bibliothèque de filles que cette bibliothèque de filles ne privilégie en aucune façon des thématiques associées aux représentations habituelles du rôle de la femme. Les fonctions domestiques ou familiales n'y sont pas surreprésentées. Les fonctions associées à une activité masculine y sont largement accueillies. De même que les horizons généraux, les pays exotiques, les voyages, le catalogue de l'école de garçons du Buisson et de l'école de filles de Barjac ont des profils remarquablement similaires. Drojowska est présente à l'école de Barjac avec les grands inventeurs modernes. En 1889, cette école de 26 élèves, cette année-là, environ, 26 élèves disons, comptera 10 emprunteuses et 12 emprunts, contre 20 l'année précédente. Faible activité, due au manque de renouvellement. Jusqu'en 1891, on passera alors de 24 à 56 volumes. Notons que l'école de garçons du chef-lieu de Barjac et plusieurs écoles de hameaux de cette commune possèdent également des bibliothèques. Donc on va s'intéresser à ce fameux dossier 1T606 que j'ai été vraiment heureux de découvrir et sur lequel j'ai passé beaucoup de temps. Donc on n'a pas le temps de rentrer dans toute sa richesse, mais on va néanmoins l'évoquer de manière concrète, avec des paroles d'instituteurs et d'institutrices. Voici, datée de juillet 1892, la note rédigée par Maria Balmadier, alors jeune institutrice laïque, dans un village dominé par les congréganistes, Chirac, commune dont elle est elle-même native. Un grand nombre de jeunes filles emprunteraient des livres s'ils étaient intéressants. La plupart sont des livres classiques, c'est-à-dire des livres de classe. Une bibliothèque peut faire aimer l'école et attirer de nouvelles élèves. La bibliothèque scolaire, c'est la lumière pénétrant par le livre dans toutes les maisons. C'est la distraction intellectuelle, moralisatrice, substituée au plaisir grossier et aux loisirs stériles. C'est le progrès assuré, la liberté dans l'ordre. Les lecteurs ne sont pas nombreux, mais ils augmentent de jour en jour. En 1891, ils étaient au nombre de 15, ils sont aujourd'hui au nombre de 21. Clarté d'une formulation portée par une forte conviction, mais au passage, critique voilée d'ouvrages pas tous intéressants. 21 emprunteuses, ou emprunteurs, mais sans doute surtout des emprunteuses. Maria Balmadier juge ce résultat insuffisant, mais ce n'est pas si mal pour une petite école minoritaire, et avec une collection qui ne comporte alors que 12 volumes. L'institutrice sollicitant alors une concession supplémentaire. Remarquons aussi la valeur donnée au livre. Son prestige est si grand qu'il peut même accroître celui de l'école. Ce raisonnement se retrouve dans la note de M. Ginestier, en poste à Serverette. La bibliothèque, dit-il, pourrait en outre contribuer au prestige de l'école laïque. Le dossier 606 est très volumineux, j'ai retenu quelques commentaires issus d'une quinzaine de communes. Côté négatif, on y déplore 2 fois l'adéquation insuffisante des ouvrages proposés par rapport aux capacités des lecteurs. 7 fois, le nombre très insuffisant des ouvrages offerts au public, c'est là incontestablement dans l'insuffisance numérique des ouvrages que le bas blesse. L'indifférence de la commune n'est signalée qu'une fois, la fatigue due au travail comme cause de la désaffection n'est jamais signalée.
Un mélange d'illettrisme et de désintérêt dans un contexte de pauvreté est mentionné une fois. Voici un patchwork de citations et de termes rencontrés dans les documents. Nombreuses demandes de prêt, on aime beaucoup la lecture, impossible de satisfaire tout le monde, plus de lecteurs que de livres. Nombre considérable de lecteurs. Livres pas à la portée des lecteurs, les autres lus et relus. Jeunes filles de 12 à 18 ans, la lecture leur est indispensable. Nombre de prêts en augmentation considérable. Il s'agit là de Florac et du cours complémentaire pour jeunes filles. Les personnes sérieuses qui aiment à s'occuper à la lecture viennent me demander mes propres ouvrages. La bibliothèque rend de grands services à la population. La bibliothèque est d'une grande utilité, surtout pendant les longues soirées d'hiver, les jours de mauvais temps. Un autre parle d'une collection vieillie, usée par suite d'un long usage. Dans un tel ensemble, les sentiments positifs risquent d'être surreprésentés, mais toute prudence requise n'annulera pas l'impression que le goût de la lecture est profondément inscrit dans la Lozère de cette époque. Les inspecteurs confirment naturellement le constat de pauvreté numérique des collections. Celui de Langogne estime également que certains ouvrages sont trop abstraits, au-dessus des capacités enfantines et de celles d'une majorité de parents. Il défend les livres récréatifs et illustrés, trop peu nombreux. Il souligne l'attrait pour les livres à contenu agronomique, historique et patriotique, mais surtout pour les récits d'aventure et de dépaysement. Il suggère que les jeunes surveillants de troupeaux emportent un livre avec eux afin que les heures passées dans les prés ne soient pas complètement perdues pour l'instruction. Pour Maurice Pélisson, alors inspecteur d'Académie Amande, il convient de ne pas être excessivement directif. Sans flatter le mauvais goût, il convient de tenir compte des préférences. Le fonctionnaire qualifié et futur chroniqueur de la pédagogie se penche sur la culture au sens quasi horticole du terme. Culture du goût de lire. Pour cultiver l'amour de la lecture, la faire aimer, il emploie ce terme, il faut en faire germer la familiarité chez les tout jeunes enfants, ce qui semble largement étranger à beaucoup de décideurs. Signalons qu'un peu plus tôt, était-ce sur l'initiative de Pélisson, était-ce une opération promotionnelle de l'éditeur, le geste d'une société Franklin ou d'une initiative d'autres médiateurs, l'école laïque de filles de Mende avait reçu toute une collection de livres au titre enjoué, jamais vus auparavant et visiblement destinés aux tout-petits. La suite du Chaperon rouge, la vengeance d'une grosse mouche, la rose des eaux, les 7 poussins de la Claudine. En tout cas, cette liste fut dûment approuvée par le paraphe de notre ami Pélisson. Notons que les bibliothèques scolaires entérinent la défaite du patois comme langue de culture. Intacte comme langue du quotidien, l'occitan n'a plus de diffusion dans la littérature populaire. Dans les centaines de livres distribués, 1 ou 2 seulement sont écrits en patois et leur contenu est désuet. La construction de la nation, à laquelle participe la lecture populaire, livres et journaux, se fait dans nos régions exclusivement en français. La blessure faite au sentiment patriotique donne lieu, après 1871, à des ouvrages dont, a posteriori, nous savons qu'ils ont conditionné les esprits à l'acceptation de la future guerre. Face au conseil à la jeune fermière et aux Robinsonades, on trouve le chant du soldat de Déroulède. Ce courant propagandiste prépare la prochaine catastrophe et la guerre mondiale. Les titres ambigus, à la fois exotiques, ouverts au monde, mais pouvant justifier l'asservissement des peuples colonisés, cohabitent avec un esprit pacifique et un progrès profitable. Notons que l'Algérie intéresse aussi pour son folklore, puisque dans les bibliothèques, on trouve un ouvrage de recueil de contes de l'Algérie, comme on trouve beaucoup de contes allemands, d'ailleurs plus que de contes français. La présence des contes allemands se juxtapose à la perspective ainsi d'une nouvelle guerre avec l'Allemagne. Malgré tout, l'inspiration humaniste continue à définir une majorité d'ouvrages présents dans les bibliothèques scolaires. Le principe pour la lecture
Le principe de la lecture pour la lecture fut toutefois insuffisamment accepté. L'obsession du bon livre est restée forte, vision excessivement moralisatrice qui imprègne aussi bien le clergé que les anticléricaux, les gouvernements conservateurs que ceux de la Nouvelle République. Les bibliothèques scolaires posent aussi des problèmes d'aménagement du territoire. Face à l'habitat dispersé et à la multiplication insensée des écoles, alors que l'insuffisance du renouvellement des collections était depuis longtemps déplorée, il faudra attendre 1909 pour que soient enfin expérimentées dans quelques départements les premières bibliothèques intercommunales. L'insuffisance de la médiation culturelle environnante extrascolaire conduisit un grand nombre d'institutrices et d'instituteurs, ainsi que d'inspecteurs, à ajouter avec le projet des bibliothèques un nouveau volet à leur responsabilité. Mais nous ne devons pas oublier le rôle de la Société Franklin et de la Ligue de l'enseignement. On ne doit pas non plus oublier la fonction majeure des éditeurs, ouverts aussi bien à l'industrie du livre et à la mouvance sociétaire. Le département de l'instruction publique montre son sens de la coordination. En dépit des disparités, une soif d'ouverture et de savoir se dégage de l'histoire des petites bibliothèques dans notre région. Malgré une documentation relativement étoffée, cet épisode constitue un pan négligé de nos fondations. Cette phase originelle peut d'autant plus nous intéresser que ces fondements associés à la lecture, à l'instruction, à la liberté de l'esprit sont aujourd'hui défiés par les évolutions technologiques, les pressions économiques, les incertitudes relatives à l'éducation. Entre l'autonomie de l'intelligence et le libre choix d'ouvrage sur un rayonnage de bibliothèque, le lien est direct. Vers 1875, la nouvelle pédagogie pénètre en Lozère. Les nouvelles méthodes valorisent l'expérimentation au lieu d'une répétition à partir du discours magistral. Un courant digne de l'idéal des Lumières se répand dans l'instruction élémentaire en Lozère, par exemple. C'est le cas en Lozère. Pas toujours, pas partout, mais les nouvelles méthodes sont présentes et les instituteurs, les inspecteurs le notent sans faire le forcing pour les faire adopter, en respectant aussi le rythme des instituteurs et des institutrices, mais en se réjouissant quand les méthodes pédagogiques ont changé. Et une des formules, c'est il faut faire parler les enfants, ce qui est nouveau à l'école. Dans sa vision des bibliothèques scolaires, Maria Balmadier, institutrice à Chirac, emploie textuellement le mot lumière. Sur le même thème, Jean Massé adopte une rhétorique du salut, c'est dire l'espoir placé dans la vulgarisation, la diffusion, l'usage illimité du livre et de l'écrit. Mais les acteurs eux-mêmes connaissent une certaine frustration devant un potentiel non entièrement satisfait. Si les choix de livres furent influencés par des motivations en partie contradictoires, on peut tout de même estimer que la bonne chose dans ce contraste fut le maintien d'un pluralisme. Toute réserve faite, je conclurai en tenant l'expérience qui vient d'être évoquée comme exemplaire, quoique imparfaite, de ce que peut réaliser une nation dynamique, capable de mobiliser d'importants moyens dans un esprit commun. Voilà.